Et me voilà repartie pour une 3e saison de Sous la robe. Je suis à la gare d'Avignon TGV et je m'apprête à rejoindre Solène Moulin, la réalisatrice de cette émission, que je vois là, en salopette orange, en train de manger une pomme. Il fait très beau, les gens sont beaux. J'ai commencé mon reportage. Waouh! Ça fait un bruit de lion qui rugit. C'est parti, mon Zazie. On est dans la voiture, on part de la gare d'Avignon. Pour profiter du repas de midi avec un très charmant monsieur. Tout à fait. On va voir Laurie Haon, qui est à Valiguière. Et surtout, on va l'interviewer aussi, Laurie Haon, sur comment parler d'un vin sans être un expert. Trop bien, trop hâte. Nous allons donc tenter de démocratiser le vocabulaire du vin et l'univers de la dégustation avec Laurie Haon. Démocratiser le monde du vin, ce sera d'ailleurs notre fil conducteur tout au long de cette 3e saison engagée, où nous déconstruirons les clichés sur les couleurs, le genre ou encore les labels, et où nous évoquerons aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le dérèglement climatique. Mais pour le moment, direction le domaine du petit oratoire. Tu tourneras ensuite un peu plus tard sur la droite, sur le chemin des pins. Sous la robe, épisode 1. Faut-il être un expert pour parler de vin ? Est-ce qu'elle va monter la voiture? Elle va pas monter la voiture. Bonjour, c'est le domaine du petit oratoire. On n'était pas sûr. C'est Laurie? Salut. Très bien. Le soleil. Ouais. C'est un magnifique soleil, ouais. Ça fait pousser la vigne très vite, mais Ah, c'est un problème là. c'est pas un problème. C'est toujours un peu brutal quand ça arrive, mais ça veut dire que la saison commence. Voilà. Ouais. Faut s'y faire. Peut-être on peut commencer l'interview. Alors c'est comme vous voulez. De toute façon, on va manger dans les vignes. Ah, trop bien. Donc à partir de là, on peut aller directement peut-être dans les vignes. On va prendre une voiture, si ça vous va. On prend plutôt la tienne peut-être? Ouais, on va faire ça. Je pense que la Fiat, elle est très belle justement. Je voudrais pas qu'on l'abîme. Est-ce que, Laurie, tu peux juste me dire où on est ici? On est au domaine petit oratoire à Valiguière. On est vraiment dans la dernière appellation des Côtes-du-Rhône, le plus au sud. Et c'est un domaine que j'ai repris en 2016. Voilà. Ça vous dérange si on prend le chien? Non, pas du tout. Moka. Allez, hop. Hop. On est bien là, tout équipé. Il s'appelle Coca le chien? C'est Moka. Ah, je me disais Coca pour un Coca vigneron. pour un vigneron nature, c'est Ouais. quand même pas terrible. Hein. C'est un peu de la provoque. Donc là, on va dans les vignes. Alors on a 27 parcelles autour du domaine, réparties autour du domaine, un peu partout. Donc là, on va sur une parcelle lieu-dit l'oratoire. Ça va Maurice? Bonjour. Ouais. Ça, c'est les anciens propriétaires du domaine. Les anciens vignerons, voilà, la retraite. Les enfants, ils n'ont pas voulu reprendre l'exploitation. Ils l'ont un peu laissé à l'abandon quelques années. Et puis voilà, j'ai pu racheter après 2016. Et comment tu t'es retrouvé là? Parce que tu dis, je viens pas d'une famille vigneronne. C'est une passion. Hein. J'ai fait quelques études dans le vin, en alternance. Et puis petit à petit, tu t'aperçois, les choses se dessinent que bon, ce métier il est fait pour toi. Donc bon, sortant juste de l'école, je cherchais quelques hectares, tu vois, 2-3 hectares pour m'installer, normal, à échelle humaine. Et puis un peu par hasard, sur le Bon Coin, c'est mon père qui a trouvé une annonce avec un domaine de 23 hectares à vendre, avec toute la cave, un peu de matériel. La seule chose, c'est que les vignes étaient à l'abandon depuis plusieurs années, voilà, donc il fallait se retrousser les manches. Et voilà comment j'ai commencé en 2016. Mais tu cherchais quand même dans la vallée du Rhône? Ah oui, moi je cherchais dans la vallée du Rhône. Ouais. J'ai toujours été conquis par les beaux terroirs qu'on pouvait avoir ici dans la vallée du Rhône. Donc c'était assez logique que je cherche dans cette région. Et 23 hectares, c'est quand même pas rien quoi. C'est énorme. On commence. C'est même énorme. C'est énorme, d'autant plus que sur les 23, l'idée c'est d'en avoir la moitié en gobelet. Donc le gobelet, tu sais, c'est la vieille méthode de faire de la vigne dans la vallée du Rhône, donc il n'y a pas de fil de fer. On est en bio bien sûr, on passe en Déméter cette année, donc en biodynamie. Et on essaye de le moins mécaniser possible. Tu vois, l'oratoire à terme, là, cette année, normalement, on devrait commencer à travailler au cheval et je voudrais plus qu'on travaille en tracteur. Donc oui, c'est un parti pris et c'est peut-être un peu déroutant pour certains, j'imagine, mais nous, on est très contents. Là, on est en train d'avancer au milieu des vignes. C'est super beau comme paysage. Ah ben tu vois, voilà, là, on est au milieu de la forêt. On est un petit peu en altitude sur un joli coteau de Marne. Donc c'est un terroir assez spécifique. Et ça, c'est des cinceaux qui ont entre 40 et 50 ans, assez vieux quand même, on va dire.
et qui sont en pleine forme. Écoute, voilà, tu vois, on n'a presque pas touché les sols, il y a encore l'herbe. Donc non, c'est assez formidable. Toi, tu dis c'est une passion, donc tes parents ils faisaient pas ça, mais du coup ça t'est venu. Enfin, t'as une idée de comment ça t'est venu, cet amour pour le vin, la vigne? Le premier bel amour que j'ai eu, qui m'a dirigé vers le vin lentement, c'était déjà la cuisine. J'ai des grands-parents qui étaient des mordus de cuisine. On s'est toujours demandé dans la famille pourquoi ils n'ont pas fait cuistot. Ils se levaient à 7h du matin, tu vois, quand ils étaient en pré-retraite, ils se levaient tous les deux à 7h du matin. Mon grand-père était boulanger de formation, ma grand-mère était un cordon bleu incroyable. Et donc tous les midis, on ne veut pas aller manger à la cantine, c'était interdit. Il fallait qu'on vienne manger chez nos grands-parents, on adorait ça, on se plaignait pas du tout, au contraire. Hein. Et tous les midis, on avait 2 entrées, on avait le choix entre 5 et 7 viandes. Ma grand-mère, elle faisait des légumes maison, parce qu'on avait le jardin en plus. Des fois, mon grand-père faisait une tarte, ou ma grand-mère, enfin tu vois. On a eu cet amour du goût, qui est assez exceptionnel. Déjà, c'était une chance incroyable d'avoir cet amour du goût. Et après, petit à petit, les rencontres, tu vois. Ma tante s'est remariée avec un vigneron en biodynamie dans le Vaucluse. Ma mère habitait à côté, on n'avait pas de jardin, donc si tu veux, quand tu as 14 ans, pour gagner un peu ton argent de poche, j'allais travailler dans la vigne un petit peu, tu vois, pour me faire 4 sous. Et rapidement, bien sûr, ça m'a plu énormément cette valeur-là, qui était de respecter le vivant, de respecter l'humain. Je me suis dit, je crois que c'est ce que je veux faire plus tard. Et quand est-ce que tu as commencé à boire du vin, toi? Tu te souviens? Je peux pas le dire, parce que si ma maman m'écoute, elle va m'engueuler. Non, blague à part, j'ai dû commencer à boire du vin autour de 14 ans. Alors tu sais, ça commence par ce privilège incroyable de pouvoir boire un fond de verre et d'essayer de l'analyser, parce que tu en as très peu au final, tu peux pas le boire. En fait, il faut que tu l'analyses. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tu commences un tout petit peu, mais apprécie-le, parce que si tu le bois d'un coup, tu en as plus. Donc tu as ce petite goutte de vin dans ton verre, et il faut que petit à petit, tu t'entraînes à l'analyser. Donc je pense que c'est ça aussi, cet amour du vin, cette passation un peu de passion, voilà. Et on est arrivé. On est arrivé, voilà. Donc, toujours au lieu-dit l'Oratoire, donc tu vois, ça se suit. Hein. Donc il y a 5 parcelles qui nous donnent une cuvée qui s'appelle l'Oratoire, qui a donné aussi le nom au domaine. Et donc là, on va avoir un peu les vignes, et puis peut-être un grignoter un petit bout, voilà. T'as gardé cette passion de faire à manger et bien manger, j'ai l'impression. Ah oui, ça se voit, tant que ça. Tu dis on va grignoter des petits bouts et il y a une salade, des pommes de terre, des saucisses, un feu, des fraises découpées et tout. Enfin, t'as pas pris 3 pâtés, quoi. Non, c'est l'idée. En plus, c'est surtout qu'on a des beaux produits en ce moment. Il faut en profiter, là. Tu vois, des fraises, c'est les premières fraises. On est presque heureux avec ça. Et moi, Laurie, j'aimerais bien revenir parce qu'on parlait un peu de sur cette question de est-ce qu'il faut être un expert pour parler de vin. En fait, la question qu'il y a derrière ça, que je me pose, c'est que souvent j'ai l'impression que quand on vient pas du milieu viticole, qu'on n'est pas habitué à aller voir des vignerons, on boit du vin, on en parle d'une certaine façon, mais c'est relié à rien de concret parce que c'est ni relié au sol, ni relié au paysage, ni relié à la façon dont ont été conduites les vignes, dont ça a été vinifié. Et j'aimerais bien qu'on essaye de justement relier un peu peut-être le vocabulaire du vin ou la façon dont on en parle à comment il est fait. Je pense que pendant des années, on a sacralisé un peu le vin, tu vois, où on a mis des mots très techniques qui étaient juste uniquement sur la bouteille, sur le vin, sur l'instant, et on perdait un peu les gens. Et je pense que déjà le vin, c'est un terroir. Tu vois, il faut que le terroir soit le plus beau possible, il faut qu'il soit le mieux travaillé possible. Moi, j'ai pris le parti de l'agriculture biologique, qui pour moi est la meilleure façon de travailler les terroirs, de les mettre en éveil, parce que c'est vivant, parce que tu vois, il y a des insectes, parce qu'il y a de l'herbe, parce que voilà, il y a des animaux qui se reproduisent, qui viennent dégrader la matière organique. Donc ça fait des sols qui sont vivants. Et ces sols vivants, ils vont transmettre leur énergie, leur vivant, à la sève, à la vigne. On va avoir une vigne qui est forte, donc elle va faire des beaux raisins. Et si elle fait des beaux raisins, elle fait des bons vins. Et voilà. C'est aussi simple que ça, tu vois, il ne faut pas aller chercher plus loin. Hein. Et en termes de sol, on est sur quel sol ici? Alors là, on est sur des marnes. En fait, il y a des strates de marnes roses, blanches et grises, c'est assez beau. Il y a des belles coupes. C'est des sols assez frais, assez froids, qui donnent des vins peu colorés, assez gourmands, avec une belle tension, une belle acidité. Donc finalement assez adapté à ces dernières années assez chaudes, tu vois, parce qu'on a quand même gardé une certaine fraîcheur sur les vins, donc ça c'est plutôt une belle chose. Et donc du coup aussi pour un consommateur qui boirait du vin, le fait de savoir peut-être sur quel sol il a été fait, est-ce que ça peut déjà lui donner des indications, peut-être, de quel goût potentiellement pourrait avoir ce vin? Ah bien sûr, quand tu dégustes un vin qui a été fait sur un sol de schiste ou de granit par exemple, à l'aveugle, tu le trouves, il y a une fraîcheur, il y a une vivacité, en fait tu sens la roche. Je connais un géologue qui s'appelle Georges Truc dans la vallée du Rhône, qui est un spécialiste de la vallée du Rhône, qui quand il te fait déguster un vin, il te fait manger la roche en même temps. Et tu retrouves la texture du vin en mangeant la roche, c'est assez incroyable. Donc oui, bien sûr que le terroir, l'environnement va donner de précieuses indications sur le vin, ça c'est certain.
Et ça aussi, est-ce que c'est pertinent quand on est consommateur de vin de choisir son vin en fonction du cépage, par exemple, de dire moi j'adore le cinsault, moi j'adore le grenache. Est-ce que ça peut être aussi, les qualités qu'on peut donner à des cépages, ça peut être une façon d'apprendre un peu à savoir ce qu'on aime dans le vin? Ça peut être une porte d'entrée parce qu'effectivement, si tu bois un cinsault, tu vas trouver un vin plutôt gourmand, plutôt frais, plutôt croquant, tu vois. Si tu vas boire un grenache ramassé assez tard ou une syrah, tu vas boire un vin plus puissant, tu vois, un peu plus racé, un peu plus typé. Donc oui, je pense que le cépage, effectivement, peut être une porte d'entrée. Et il y a des gens qui, souvent on l'entend, moi je voudrais un verre de viognier ou un verre de chardonnay. Ça c'est un peu américanisé, c'est une version un peu américaine de boire du vin, mais qui est aussi intéressante. C'est une manière de commencer, je pense, à boire du vin. Mais comment tu as appréhendé justement tout ce milieu-là et tout peut-être ce vocabulaire-là que tu n'avais pas forcément Ah mais je l'avais pas du tout, j'avais pas cette culture-là, tu as raison. Hein, mais même si on était amateur de vin dans la famille, voilà, ça s'arrêtait là. Hein, c'était ni collectionneur, ni quoi que ce soit. Hein. Et il n'y a pas un côté un peu intimidant au départ? Ah si, c'est un monde qui est à la fois, tu l'as dit, hein, qui fait peur, autant sur la dégustation, autant sur l'appréhension qu'on peut avoir des vins. Donc bien sûr que ça fait peur. Et en fait, ça paraît, tu vois, finalement c'est simple, les choses sont simples. Et c'est aussi ce qui fait que ce domaine progresse tout le temps, tu vois, parce que on a commencé en disant, ok, on ne sait rien faire. On est lambda en fait, on est n'importe qui, on ne sait rien faire. Moi, j'avais pas conduit un tracteur de ma vie, ou très, très peu, quasiment pas. J'avais pas tenu une exploitation, j'avais pas fait des mises en bouteille, j'avais pas fait 50 vinifications dans ma vie. Et je me suis dit, bon, ben voilà, allez, on met l'énergie, on y va, on y croit, et on verra bien ce que ça fait. C'est une conviction générale qui part du sol et qui va jusqu'à la cave, voilà. Est-ce que tu veux qu'on se mette un peu à l'ombre ou... Bien sûr, on pourrait. Peut-être même allumer le feu. Ouais. Donc t'as ramené 5 vins, c'est bien, on est 3. Donc, Et toi, quand tu t'es mis à découvrir le vin de plus en plus, est-ce que tu t'es mis aussi à être curieux, à goûter de plus en plus de régions viticoles différentes? Ah oui. Ouais. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on progresse même, c'est quand tu vas goûter d'autres vins avec d'autres vignerons. Moi j'ai pas la recette, personne n'a la recette, mais il y a des gens qui ont des ingrédients, tu vois. Et avec ça on améliore sa recette. Voir des vignerons, de rencontrer des vignerons en salon, d'aller acheter des vins chez des cavistes, tu as raison. Des fois, des sommeliers à qui tu fais confiance, qui vont t'aiguiller sur des choses que tu connais pas. Et ça, c'est de l'or. C'est de l'or parce que, en réalité, il y a beaucoup d'interrogations. Tu vois, moi, le réchauffement climatique, c'était quelque chose que je me posais beaucoup de questions. Comment on peut faire des vins digestes frais, quoi? Comment? Tu vois, les premiers millésimes, je peux pas les boire parce que pour moi, c'était pas digeste, c'était pas frais. Mais il a fallu que j'aille voir des vignerons qui me disent tiens, arrête la machine, parce que pas la machine est en danger, hein, mais les pompes, et fais toute la caisse. Donc on a commencé à faire toute la caisse, en grappe entière, tu vois, de ne pas séparer la grappe des raisins. Dans la du Rhône, toujours 95%, maintenant ils séparent le squelette, donc la rafle, des baies, tu vois. Mais nous on a commencé à arrêter ça, à garder les grappes entières, parce que ça va garder une fraîcheur et ça va pas triturer, tu vois. Des choses comme ça qui font que tu évolues, tu progresses. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les choix que tu fais, quand tu vas ramasser les raisins, de comment tu vas donc ramasser en grappe entière, tu disais pour garder justement cette fraîcheur, tous ces choix que fait le vigneron en fait, toi en tant que consommateur, tu le ressens direct dans ton verre. Bien sûr. Donc là tu as ouvert le Côtes-du-Rhône. Allez, on l'a ouvert. 2019, tu vois, c'est les dernières bouteilles. Il faut qu'on mette le 2020 en bouteille. Donc les raisins ramassés assez mûrs, sur les vieilles parcelles. On fait 1 an d'élevage en cuve, 1 an d'élevage en bouteille. Donc élevage assez long. Très long même. Donc c'est Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre. Et c'est des vieilles vignes qui sont où? C'est un terroir de Loz. C'est un terroir caractéristique de la vallée du Rhône, qui est propre à Tavel, Valiguière et un peu Rochefort. Donc ce sont des ardoises calcaires plates qui recouvrent le sol sur 10 à 15 cm. Et ça vient vraiment, d'une part, conserver la fraîcheur, parce que ça fait un isolant, tu vois, comme c'est blanc, ça renvoie un peu la chaleur, donc ça garde la fraîcheur dans le sol, donc on a quand même une belle acidité. Et il y a 30 à 50 cm maximum de terre, donc la vigne, elle doit puiser directement dans la roche-mère. Donc là, on a une vraie notion de terroir, tu vois, quand les racines, elles sont toutes à fleur de roche-mère. Et ce sont des vignes qui auront entre 60 et 110 ans pour les plus vieilles. Ah, donc c'est vraiment des vieilles vignes. Ah, c'est des mamies, oui. Et oui, tu l'as appelé l'équilibre, pourquoi? Parce que, pour moi, c'est cette idée que l'on peut faire un vin à la fois puissant,
tu vois, avec toutes les caractéristiques d'un vin, avec de la matière. Mais à la fois, cette élégance, cette finesse, cette fraîcheur, cette gourmandise, qui est quand même caractéristique de beaux terroirs et de sols vivants. Je me lance. Je pense qu'il y a aussi un truc dans le vin, il faut se lancer. Ah, il faut se lancer. Et tant pis, on dit jamais des bêtises, ou en tout cas, si les gens qui considèrent qu'on dit des bêtises, ça doit plus être des amis. Moi, je sens l'olive noire. Ah, mais bien sûr. En même temps, je dirais que d'un côté, je trouve ça puissant, mais je sens, alors que je l'ai pas en bouche, mais que ça va être velouté, quoi, qu'il y a un côté, je sais pas, ouais, comme ça, dans la matière ou... Soyeux. Voilà, soyeux. Bien sûr. En tout cas, c'est ce que ça... C'est l'idée que ça me donne. Moi, j'ajouterais du fruit noir, un fruit un peu sombre, un fruit genre une myrtille, une baie, quoi. Et toi, tu dirais quoi ? Ah, moi, je suis d'accord avec vous. On a cette tapenade d'olive noire confite là, qui vient vraiment caractériser ces vieilles grenaches. La maturité, la puissance des raisins. On est sur le fruit noir complètement. Là, on peut aller jusqu'au sirop de cassis, la crème de cassis. Le cassis, je cherche. On est parfaitement d'accord avec ça. Et ce côté soyeux, velouté, on a un côté un petit peu peut-être encens, tu vois, qui vient apaiser, là, un peu épicé, qui vient nous apaiser, qui nous rappelle qu'on est dans une ambiance un peu feutrée. Et la bouche, je pense que la bouche, ça complète relativement bien le nez. On est assez d'accord avec tout ça. Hein. Je trouve ça super bon. Les vignes qui ont une centaine d'années, donc forcément, ça donne quelque chose de très très séveux, tu vois. Il y a une densité, tu vois, tu sens que c'est épais. Effectivement, mais je trouve aussi quand même que ça reste vif, quoi. Je sais pas comment te dire, ça reste vibrant. Enfin, c'est pas peu, ça t'amène pas vers le bas, quoi. Mais tu l'as dit, ça reste vibrant parce que le sol, il est vibrant. Si tu respectes ton sol, tu peux faire des vins même très puissants, ils restent vibrants. Tu pouvais pas faire mieux. Pour moi, c'est ça. Ça reste vibrant. On a respecté l'énergie du sol. Et toi, quand tu le bois, t'es content ? C'est difficile pour un vigneron aussi. Très dur. Ça. Après, je pense qu'on peut être quand même satisfait. C'est pas le top, c'est pas le meilleur, mais on peut être quand même satisfait de cette mise en avant du terroir. En réalité, le vigneron, c'est pas quelqu'un qui va transformer le vin. C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre la beauté des grappes et de la vigne qu'il a dans un terroir et de le retranscrire dans la bouteille. C'est que ça. Et un bon vigneron, c'est quelqu'un qui capte l'énergie et qui la conserve. Si tu y arrives, tu peux être relativement content de toi, oui. Et moi, j'ai un truc que j'aime bien faire avec les copains, c'est imaginer le vin comme une personne. Et est-ce qu'on peut essayer de faire ça avec les lauses blanches ? Mettre une personnalité sur le vin ? Ouais. Moi, je vois cette notion de classe à l'ancienne, tu sais. Tu vois, c'est un peu le grand-père qui va au bal bien habillé un dimanche, tu sais, avec une certaine sensibilité de la campagne qui lui est propre. Moi, je parle avec mes mots, hein. Mais tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui essaye de se mettre son plus beau jour, mais qui à la fois, tu sens qu'il y a un très beau fond, tu vois, qu'il y a des belles valeurs, etc. Mais est-ce qu'on pourrait pas lui rajouter il s'habille bien, mais par rapport aux autres, par exemple de son âge, est-ce qu'il pourrait pas avoir un petit signe distinctif, genre un nœud papillon avec des pois, par exemple, un truc un peu... Il aurait un petit côté original quand même. Ah bah oui, la métaphore me plaît. Et il aurait pas peur de danser aussi comme il l'entend. Ouais. Il n'a pas peur de danser. Ouais. Non, ça c'est sûr qu'il a pas peur de danser comme il l'entend. Et il s'en fout surtout. Peut-être qu'il est un peu coquin aussi, quoi. Il drague un peu sur la piste de danse. Parce qu'il a envie de plaire quand même, ce vin. Ah oui. Enfin... Ah bah attends, ça fait 2 ans qu'il attend. Allez. Bon, super. Bon, merci pour tout. On se... Allez, bonne route, bye bye. Salut Moquette. Pour celles et ceux qui veulent continuer à apprendre le vin, dans le plaisir et la bonne humeur, je recommande vivement le livre d'Ophélie Neyman, Le vin, c'est pas sorcier, celui de Sandrine Goya-Verts, Manuel pour un vin inclusif, et enfin celui de Gilles Cousin, Le vin naturel. Toutes les références sont sur le site. Demain, dans l'épisode 2, nous parlerons des couleurs des vins. Peut-on vraiment dire qu'on préfère le blanc au rouge ? Le rosé clair est-il un simple effet de mode ? Peut-on reconnaître un blanc d'un rosé à l'aveugle ? Nous en parlerons avec Philippe Pélaton, président de la cave de l'Audin-Chusclan, Maison Sinaé, et président d'Interrhône. À vite, et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez bon, mais avec modération.